Notre invité ce matin, c'est Philippe Berthe-Rottier. Bonjour, vous êtes le PDG du groupe GTT, spécialiste français des membranes cryogéniques pour le transport du gaz naturel liquéfié. Vous avez publié fin octobre un chiffre d'affaires en hausse de quasiment 30% sur les 9 premiers mois de l'année. À chaque fois que vous venez ici, je vous dis, vous avez déjà quasiment une grande partie du marché sur les membranes, sur le GNL. Comment vous faites pour encore augmenter le chiffre d'affaires? C'est quoi le relais de croissance pour vous aujourd'hui? C'est vrai, c'est un problème quand on a une très forte part de marché, comment chercher de la croissance. On est sur un marché qui croît, et je crois que c'est une très bonne nouvelle parce que le monde du GNL croît, et croît aux dépens d'autres énergies, qui sont des énergies fossiles très polluantes, et donc c'est une bonne nouvelle pour la planète. Donc ce marché principal croît. On a aussi un relais de croissance qui est dans le digital. On a fait une acquisition importante cette année, et cette acquisition importante nous a permis de relever d'ailleurs notre guidance de chiffre d'affaires et d'EBITDA. Donc voilà, on a une activité assez diversifiée qui nous permet de gérer et d'entretenir cette croissance. Donc ce qui vous pousse, notamment on parlera de l'hydrogène tout à l'heure, mais sur le GNL, c'est que le marché évidemment se déploie avec ses besoins européens grandissants, avec les États-Unis qui ouvrent complètement les vannes. La question pour nous Européens, c'est est-ce qu'à un moment donné on va pouvoir accueillir tout le GNL? Est-ce qu'on aura les ports? Est-ce qu'on aura les bateaux? Est-ce qu'il va y avoir trop de GNL pour nous? Il ne va pas y avoir trop de GNL pour différentes raisons. D'abord, les Européens ont dit en 2027, il n'y a plus de gaz russe. Il n'y a plus de GNL russe. Et donc, il va falloir trouver d'autres cargaisons de GNL. Et on va se tourner, entre autres, vers les États-Unis, mais aussi vers d'autres pays. Je vous rappelle que le GNL a quand même sauvé l'Europe de la panne électrique en 2022, quand il n'y avait plus de gaz qui venait par tuyau de Russie. Et on a pu, grâce à la flexibilité du GNL, grâce aux bateaux, trouver d'autres cargaisons qui ont permis d'éviter le blackout. Donc, il y a de la place en Europe, mais aussi dans le reste du monde. Le charbon, c'est toujours 30% de l'énergie, du mix énergétique de la planète. Donc, plus le GNL se développe, plus c'est une chance pour le charbon de reculer, et donc pour les émissions, pour les particules fines, pour les oxydes de soufre, de reculer dans l'atmosphère. Et donc je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Le gaz est une énergie d'avenir. Le gaz est une énergie d'avenir. De transition, en tout cas. Alors, c'est une énergie de transition, mais c'est aussi une énergie d'avenir. Parce que, si vous voulez, les énergies fossiles, c'est 90% de la planète. Il faut les faire reculer. Il faut faire reculer d'abord les énergies les plus polluantes, d'abord le charbon. Il faut aussi pouvoir faire face à la croissance des besoins en énergie. On parle des data centers, on parle de l'IA. Tout ça demande une croissance extrêmement rapide de la production d'énergie. Et il n'y a guère qu'une énergie qui puisse faire face à cette croissance, c'est le GNL. Parce que c'est très flexible, parce que vous construisez une centrale très facilement. Vous pouvez aussi faire des stockages de GNL sur navire. C'est quelque chose de facile à faire. Et il n'y a que ça qui peut répondre à ce défi. Mais aujourd'hui, par exemple, on voit que le prix du gaz est au plus bas. Là, on est revenu sur des niveaux de 2020. Pour vous, ça, c'est un problème ou finalement, ça pousse la demande, donc ça revient au même? Est-ce que le prix du gaz directement a un impact sur votre activité? Alors, le prix du gaz bas, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que finalement, par rapport aux autres énergies, on se rend compte que c'est l'énergie la moins chère. Elle est moins chère que le nucléaire, elle est moins chère et elle n'est pas moins chère que le charbon. Mais ça, c'est une mauvaise nouvelle, mais enfin, plus il est bas et plus on devient inquiétant pour le charbon, ça, c'est la bonne nouvelle. Et puis, pour nous, donc, s'il est bas, eh bien, ça veut dire que cette industrie va se développer. On va recourir de plus en plus à cette énergie bon marché. C'est donc une opportunité. En termes d'infrastructure, on raconte parfois qu'il y a des bateaux qui tournent dans les ports pleins de GNL et qui attendent parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir les faire arriver dans nos ports européens. C'est toujours le cas aujourd'hui? Pas trop, non. Ça se planifie très bien. Nous, c'est quelque chose qu'on surveille. On ne voit pas vraiment ça. Alors, un bateau qui tourne, c'est pas totalement parfait parce que c'est une cargaison très volatile. Donc, il ne faut pas trop attendre. Non, ça se planifie. Les énergéticiens savent faire ça. Ça veut remplir les réservoirs de GNL et puis après renvoyer tout cela sur le réseau. Donc il y a eu peut-être des périodes de congestion pendant la crise de l'Ukraine, au plus fort de la crise ukrainienne en 2022. Là, c'est plus le cas.
Sur la question du développement de l'hydrogène, c'est difficile d'avoir une vision pour savoir exactement où on en est. Il y a des vents contraires. Vous-même, vous avez d'un côté annoncé des suppressions de postes dans une filiale et puis un nouveau contrat d'hydrogène vert en Slovaquie. C'est quoi votre vision sur le développement de l'hydrogène vert ? Alors, d'abord, l'hydrogène vert, l'hydrogène gris, l'hydrogène qu'on utilise actuellement, c'est 3% des émissions de la planète. C'est énorme. C'est autant que le transport maritime. C'est pas très loin par rapport au transport aérien. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait absolument supprimer. Je pense que ça viendra. J'aimerais qu'il y ait un accord international, qu'on puisse discuter à Belém sur l'interdiction de l'hydrogène gris et passer à l'hydrogène vert. Je pense que c'est faisable en termes de prix. C'est acceptable par les industries qui utilisent de l'hydrogène gris. Et puis, il faut pouvoir utiliser aussi des carburants de synthèse avec de l'hydrogène vert. Qui est aujourd'hui encore cher, mais il faut pouvoir arriver avec des innovations technologiques qui permettent de réduire énormément ça. Et c'est le choix qu'on a fait dans notre filiale. Vous disiez, j'aimerais qu'à Belém, il y ait un accord. Ça veut dire qu'en tant qu'industriel, aujourd'hui, vous regardez ce qui se passe au niveau de la COP au Brésil, vous attendez des choses. On dit parfois que les COP, on est condamné à être déçus. Non, vous regardez les discussions aujourd'hui. Oui, on regarde les discussions. Je pense qu'il ne va pas y avoir de discussions qui vont être un véritable changement à Belém. Mais en revanche, la tendance dans le long terme est là. Et on en parlera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais on parlera de son changement qui sera de cette nécessité d'aller vers des carburants verts et donc d'avoir de l'hydrogène vert pour les faire. Il y a déjà des obligations pour l'Europe pour 2030. Et ces obligations seront généralisées au niveau du monde. On en parlait au niveau de l'OMI il y a quelques semaines, qui finalement n'a pas pris cette décision sous la pression américaine. Mais cela reviendra et les industriels doivent se préparer à cet avenir en travaillant sur les technologies. Sur les questions boursières, on en parlait il y a quelques instants avec Étienne Braque. On entend de plus en plus d'entreprises, notamment européennes. On parlait de Ledger qui s'est développé en Europe beaucoup. Quand ils pensent à ce côté, ils pensent à ce côté aux États-Unis. On entend de plus en plus d'entreprises qui disent partout sauf l'Europe. Vous êtes coté, vous, en Europe. Vous êtes la plus forte hausse du SBF 120 depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ce type de groupe ? Moi, j'ai envie de répondre, faites votre travail, c'est-à-dire faites de la communication financière. Si vous voulez vous faire coter, allez rencontrer les investisseurs, trouver des analystes, allez sur le marché américain, allez à New York, allez à Boston, allez à Chicago, allez à San Francisco, Los Angeles, où il y a des investisseurs qui investissent dans des sociétés de technologie. Il faut aller au plus près du marché. Vous savez que le monde de la bourse est un peu digitalisé, donc il est aussi facile pour un investisseur américain d'investir à Paris qu'investir à Wall Street. Donc il faut y aller. C'est beaucoup moins cher en fait de faire cela que d'aller sur la bourse américaine. Vous dites c'est moins cher de ce côté en Europe. C'est moins cher de ce côté en Europe d'une part, et d'aller aux États-Unis pour rencontrer les investisseurs. Donc il faut le faire. La preuve que ça marche, c'est que nous avons pu obtenir une très bonne valorisation en étant coté à Paris. Je passe un certain nombre de jours chaque année aux États-Unis à la rencontre des investisseurs. Je pense que j'ai aujourd'hui près de 30% de mes investisseurs qui sont américains et qui apprécient énormément le titre. D'ailleurs, ils nous suivent depuis l'introduction en bourse de la société, il y a 11 ans. Et je crois que, d'ailleurs, c'est la démonstration même que quand vous avez établi une relation de confiance au fil des années, vous trouvez ces investisseurs-là et ils restent dans le long terme. Donc pour vous, quand on dit sur le marché européen, j'y vais pas parce qu'en fait, il n'y a pas de profondeur de marché sur Euronext, c'est trop petit, pour vous, ça n'a pas de sens? Non, ça n'a pas de sens. Surtout pour des nouvelles sociétés qui n'ont pas une valorisation considérable. Si c'est une très grande société, c'est peut-être un autre sujet, mais une petite société, vous avez tout à fait la profondeur de marché en France et en Europe pour être très bien valorisée. Je prends une société néerlandaise qui fabrique des équipements pour les semi-conducteurs. ASML, elle est extrêmement bien valorisée. Elle est à 400 milliards. Il n'y a pas beaucoup de sociétés à Wall Street qui ont une valorisation supérieure à 400 milliards. Vous n'y avez jamais pensé à vous coter aux États-Unis? Non, j'ai regardé, j'ai essayé de voir, mais je crois que l'important pour un chef d'entreprise, c'est d'établir une relation de confiance
avec les investisseurs. Une relation transparente, une relation où il les informe, une relation où ces investisseurs peuvent le suivre de semestre en semestre, d'année en année, peuvent bien comprendre comment il agit, et à partir de ce moment-là, il peut aller chercher une très belle valorisation.